Madame, Monsieur, bonjour. Dans un monde ultra connecté comme celui qui est le nôtre, où Internet est disponible quasiment partout, l'heure n'est plus une information accessible uniquement par la montre que vous portez au poignet. Elle est présente à chaque coin de rue. Ok. Mais alors pourquoi au XXIe siècle, les montres se vendent toujours autant? Pourquoi des produits ont encore des systèmes manuels et automatiques hors de prix? Pourquoi les gens entretiennent un lien personnel avec les montres comme peu de produits peuvent le faire? Mais parce que la montre, bien avant les smartphones ou tout autre appareil connecté, a toujours été un objet à part. Elle a bouleversé l'histoire en permettant à l'homme de contrôler son temps et de rythmer sa façon de vivre. L'horlogerie n'est pas seulement un mécanisme emprisonné dans un petit boîtier qu'il faut remonter toutes les 12 heures. C'est une science, c'est un art. Une montre, c'est plus qu'un outil qui nous laisse à penser que nous maîtrisons le temps qui passe. Une montre, c'est un concentré d'intelligence, c'est le génie humain au poignet. Mais la montre est également un produit qui se vend, qui s'adapte au marché, qui suit les modes, ça peut même être un investissement, vu que certaines d'entre elles peuvent atteindre des prix astronomiques. Pour d'autres, posséder une montre de luxe permet de rejoindre un entre-soi, d'avoir un signe de reconnaissance. Mais avant toute chose, une montre, c'est un instrument qui mesure le temps, mais est-ce que ce temps mesuré est identique au temps vécu? Ça, c'est une autre histoire. Marc Ambrus, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le cofondateur de TradyWatch. C'est comme ça qu'on dit, parce que tout à l'heure je l'ai dit à la française, je m'ai dit non, on dit TradyWatch. TradyWatches. TradyWatches. Ok, donc merci. Donc TradyWatches est une plateforme de vente et d'achat de montres de luxe principalement. Là actuellement, mais pas seulement. Mais pas seulement, mais on en parlera plus tard. Là actuellement, sur le site, il y a combien de montres? Environ 5000 montres. D'accord, mais ça dépend après des fluctuations. Voilà, ça fluctue d'un jour à l'autre, puisque certaines sont vendues, d'autres sont retirées de la vente. Certains propriétaires changent d'avis. Voilà, les collectionneurs de montres sont des girouettes parfois. Ah, ça tourne comme les aiguilles? Ça tourne comme les aiguilles, et parfois dans l'autre sens. Alors, les montres, j'imagine que vous les aimez toutes, mais est-ce que vous vous souvenez, ou peut-être pas, vous me direz, mais est-ce que vous vous souvenez de votre premier coup de cœur pour votre première montre? Alors, peut-être pas celle que vous avez eue, ou celle que portait quelqu'un. Est-ce que vous vous en souvenez et pourquoi vous avez eu un coup de cœur? Alors, mon premier coup de cœur, c'est la première montre que m'ont offerte mes parents. C'est un peu comme une Madeleine de Proust pour moi. C'est une Seiko à quartz, à LED rouge. Peut-être que ça évoque quelque chose à certains de vos spectateurs, de vos téléspectateurs. On appuyait sur le bouton et pendant 5 secondes, l'heure s'affichait en diode rouge et ensuite disparaissait. Donc oui, ça me dit que ça me parle. Ouais. Donc c'était la première, on va dire, montre, pas connectée, mais en tout cas la première montre à quartz qui a fait date. Alors vous parlez du quartz justement, c'est une question que je voulais vous poser un petit peu plus tard, mais puisque vous en parlez, le quartz a été un des bouleversements dans l'univers de l'horlogerie et de la montre. Combien y en a-t-il eu? Quels sont les grands bouleversements que l'horlogerie et la montre ont connus en même temps que celui du quartz dont vous parlez? On est passé de la montre gousset à la montre bracelet. Alors on rappelle, la montre gousset, c'est celle qui était accrochée au veston des messieurs, qu'on mettait dans une petite poche qui s'appelait la poche gousset, je crois d'ailleurs. Oui, dans le gousset, oui. Dans le gousset, c'est ça. C'était la montre de nos grands-parents, la montre d'avant-guerre en fait. Et puis après-guerre sont apparues les montres bracelets, qui d'ailleurs ont d'abord été des montres bijoux pour femmes. Et ensuite, les hommes se sont engouffrés dans la brèche et ont porté des montres bracelets. Donc, ils sont passés du gousset au bracelet. Alors, vous êtes en train de me dire que les premières personnes à gérer le temps, à avoir un temps accessible, c'était des femmes? Absolument. D'accord. Et pourquoi les hommes sont allés? Parce que l'idée était bonne et ils se sont dit, il n'y a pas de raison que? Il n'y a pas de raison que. Et puis après, on a parcouru les décennies. James Bond est apparu à l'écran avec des montres de plongée. Les premières Rolex Submariner dans les années 60. Sean Connery, Dr. No, des modèles emblématiques qui en fait ont permis de lancer la mode des montres de plongée qu'on n'aurait jamais portées auparavant en fait. D'accord. Donc là, vous me parlez de James Bond, ça veut dire quoi? Qu'une montre, sa valeur, ce n'est pas uniquement le matériau, la marque, c'est aussi son histoire? C'est aussi son histoire et ce sont parfois des détails. Aujourd'hui, les collectionneurs, les montres très recherchées, sont souvent dans le détail. Je prends par exemple certaines Rolex, certaines Rolex vintage, vont intéresser certains collectionneurs en raison de leur patine. Qu'est-ce que vous appelez la patine? La patine, c'est lorsque le cadran, à travers le temps, à travers les décennies, a changé de couleur.
Je pense à certaines Rolex dont le cadran était noir dans les années 60 et qui est devenu aujourd'hui tropical. On dit tropical parce qu'il a pris une couleur brune, parfois qui tire sur le marron, et qui fait que ces pièces sont très recherchées. Également des montres qui ont eu des erreurs de typographie lorsqu'elles ont été créées. Et ces erreurs de typographie ont fait qu'aujourd'hui, ces montres existent à 3 ou 4 exemplaires. Mais ça, c'est un principe de collectionneur, c'est-à-dire, oui, on le voit aussi dans les timbres. Dans les timbres, dans la philatélie, etc., bien sûr. Mais dans les montres aujourd'hui, une montre peut varier du simple au quadruple, ou parfois, on voit des montres qui valent 10 fois le prix du modèle de base, parce que la typographie, au lieu d'être en doré, est en rouge. En fait, on achète quelque chose de plus cher parce qu'elle est ratée presque. Voilà, on pourrait presque dire ça. On achète ce qui est raté et ce qui est presque unique en fait, ce qu'on ne va pas retrouver sur la montre du voisin parce que ce détail, pour certains collectionneurs, change tout. Et pour le marché des montres d'occasion, des montres vintage, change radicalement le prix. On le voit sur les ventes aux enchères avec des modèles qui parfois atteignent plusieurs millions, alors que le modèle de base qui a exactement les mêmes caractéristiques en termes de mouvement, de calibre, vaut 10 fois moins cher. Ah oui. Alors, nous avons la chance d'avoir en fil rouge 2 collectionneurs passionnés, Franck Declercq, que vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Franck Sensé. Oui. Et qui a un site internet qui s'appelle My Watches. Et également Nicolas Amselem, qui est un collectionneur que vous pouvez suivre sur le site Les Rabilleurs. Et on va commencer avec Franck, à qui j'ai demandé quelle est la première chose qu'un collectionneur regarde lors de l'achat d'une montre. Je vous propose de l'écouter. La première chose qu'on regarde, c'est évidemment la marque et la forme. Parce qu'il existe différents types de montres, des formes rondes, tonneaux, carrées. La marque, parce que évidemment, ça compte quand on collectionne les montres, de savoir si c'est une Rolex, une Cartier, une Audemars Piguet, une Richard Mille. En revanche, ce qui est important de se dire, c'est que faut faire une collection de montres avec des montres qui vous plaisent. Si on commence une collection en n'ayant qu'un esprit patrimonial, on n'aura pas de plaisir à porter les montres. Donc vraiment, pour le premier des conseils qu'on peut donner pour acheter une montre de collection, c'est acheter une montre qui vous plaise, et ensuite de regarder quelle est la possibilité de l'évolution de sa cote dans le temps. Vous êtes absolument d'accord avec Franck. Oui, évidemment, toute collection commence par la passion et avant toute chose, il faut aimer l'objet. Mais on a du mal à imaginer l'inverse. On a du mal à imaginer qu'il y ait des collectionneurs. Mais c'est plus de la collection, c'est de l'investissement. C'est comme dans le coup, oui, ou de la spéculation. Oui, c'est ça. On appelle ça comme on veut. Je pense qu'à partir de certains prix, évidemment, on va regarder le marché, on va regarder la cote. Mais avant tout, et il l'a très bien dit ce monsieur, il faut se faire plaisir. La collection est une passion. Il n'y a pas de collection sans passion. On doit se faire plaisir, on doit aimer l'objet qu'on achète, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et je vais peut-être me répéter, c'est un objet intime. La montre est un objet intime que l'on porte à même la peau, qui est avec soi toute la journée. Certains ne le retirent même pas pour dormir, ou s'ils le retirent, le mettent sur leur table de nuit. La montre, c'est quelque chose qui nous accompagne partout. C'est une extension de soi-même ? C'est une extension de soi-même, absolument. Alors, Franck le disait, montre à tonneau, montre à gousset. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs différents types de montres. Quelle est, vous, celle qui vous a le plus impressionné ? Alors, et pourquoi ? Qu'est-ce qui était le plus impressionnant pour vous ? Alors, une des montres qui m'est le plus impressionné, c'est la Crash de Cartier. Alors, la Crash de Cartier, c'est une montre qui a été créée dans les années 60, je crois 1967. Il y a beaucoup de légendes autour de cette montre. On raconte que le vice-président de Cartier, Londres, aurait eu un accident de voiture et que sa montre aurait été abîmée et qu'elle aurait pris la forme de cette montre, parce que la Crash Watch, c'est une montre... C'est comme les montres molles de Dali, si vous voyez, de Salvatore Dali. C'est du storytelling, ça, ou c'est vrai ? Non, c'est vrai, tout ce que je vous raconte est vrai. Il y a plusieurs légendes, ça c'est l'une d'elles. Et en fait, cette Crash Watch, qui a été en fait éditée à peu d'exemplaires et qui aujourd'hui est très recherchée par les collectionneurs, d'ailleurs elle a été rééditée par Cartier dans les années 90, cette Crash Watch est une montre molle, en fait, une montre qui a une forme oblongue, allongée, distordue, comme après un accident. D'accord. Voilà. Et je pensais que vous alliez me dire non. Alors là, il y a l'histoire un petit peu quand même. Oui, il y a un storytelling. Ce n'est pas il y a un romantisme autour de... Il y a beaucoup de romantisme. Ce n'est pas une montre compliquée. Moi, j'aime cette montre parce qu'elle est très étonnante. Sa forme, son look est complètement original. Et là, on est sûr qu'on ne trouvera difficilement une autre montre qui lui ressemble.
on n'en trouvera pas. D'accord. Vous parliez de complications. Une montre, ça comporte combien de pièces? Alors, je crois que la montre qui a comporté le moins de pièces à date, c'est une Swatch, la System 51. Et aujourd'hui, une grande complication, ça peut être un tourbillon à rattrapante, quantième perpétuel, et j'en passe et j'en oublie. La montre la plus compliquée qui existe, c'est la Henry Graves, que j'ai eu la chance de voir au musée Patek Philippe à Genève et qui doit compter près d'une trentaine de complications. Donc c'est énorme. Et vous le savez d'autant plus parce que je vais faire une petite confidence. Vous m'avez dit que Patek Philippe vous a laissé démonter leur montre. Alors oui, j'ai eu la chance d'être invité à la manufacture à Plan-les-Ouates et j'ai pu démonter un calibre 215. Donc le démonter, c'est une chose. Mais le remonter, c'est autre chose. Donc c'est en fait une plongée dans l'infiniment petit. Donc vous êtes là avec des horlogers qui... Alors excusez-moi, mais vous vous êtes senti comment Comme un gosse. Ah oui, mais vous n'aviez pas peur de faire une bêtise? Parce qu'en plus, pour ceux qui ne savent pas, Patek Philippe, ça vaut quand même excessivement cher. Absolument. Et vous n'étiez pas impressionné? J'étais très impressionné. Ah oui. Et pour moi, c'était un rêve de gamin de cette plongée dans l'infiniment petit, où là, vous êtes dans les rouages, dans les ponts, dans les ancres. Dans la matrice. Dans la matrice, voilà, exactement dans la matrice. Et vous démontez chaque pièce avec une infinie méticulosité, précaution. Et alors, le remontage est aussi quelque chose de passionnant, puisque à la fin, vous avez remonté la montre, mais elle doit aussi fonctionner. Oui. Et c'est là le test. Et elle fonctionnait. Et un horloger, Patek Philippe et tout ça, c'est des gens qui ont fait... qui ont quoi? C'est des gens qui ont 30 ans de maison. Ouais, c'est des gens qui ont 30 ans de maison, qui ont des tas d'histoires à vous raconter. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui entourent ces marques, bien évidemment. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup d'archives, contrairement à d'autres marques concurrentes. Ils sont capables ils ont une traçabilité sur leur modèle que n'ont pas des marques concurrentes qui travaillaient sans archives. Et c'est un petit peu le problème du marché aujourd'hui. Je pense à la marque directement concurrente, on peut la citer, de Patek, qui est donc Rolex, qui n'a pas d'archives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives et qu'on se retrouve sur le marché du vintage notamment, avec des montres qui sont des assemblages, c'est-à-dire qui ne sont pas 100% originales, dont certaines pièces ont été changées. Alors on va garder toute cette partie pour la fin de l'émission parce que je préviens nos téléspectateurs, on va avoir une grosse partie sur un des problèmes inhérents au monde, c'est la copie et le vol. Mais on garde ça pour après. Là, vous me parliez de Swatch, de Patek Philippe, de Rolex. Et la question que je me pose, c'est, je me suis demandé, mais que dit la montre de la personne qui la porte? Si vous permettez, on va donner la parole à Franck et Nicolas, nos deux collectionneurs. Ils vont nous donner leur interprétation et vous allez me dire ce que vous en pensez. On les regarde. Une montre peut dire à la fois beaucoup de choses et à la fois très peu de choses. À la fois beaucoup de choses parce qu'elle correspond forcément un peu au goût de la personne qui la porte, et à la fois très peu de choses parce qu'on se surprend parfois à aller sur des territoires qu'on ne connaît pas forcément, avec des styles de montres un peu particuliers, et en ce sens, il n'y a pas vraiment d'indice. Il faut toujours choisir des montres qui correspondent à votre caractère. Un sportif préférera les chronos et les montres de plongée, et un élégant préférera les montres ultra plates sur bracelet d'alligator. Donc vraiment, après, vous pouvez aussi choisir les montres en fonction de l'heure ou de l'endroit où vous vous trouvez. La montre de vacances ne sera pas la même montre que vous allez prendre pour un rendez-vous chez le banquier. Alors là, ce sont des collectionneurs qui parlent, donc qui dit collectionneur suppose avoir plusieurs montres. Mais moi, la question que je posais, c'est quand on n'en a qu'une, quand malheureusement, il y a plein de gens qui voudraient être collectionneurs, mais qui n'ont peut-être pas les moyens ou le temps surtout à consacrer pour aller chercher et dénicher la bonne montre. Alors, la montre peut refléter la personnalité de la personne qui la porte, mais pas toujours. Quand on a plusieurs montres, on va sélectionner un moment. On ne portera pas la même montre dans un dîner en ville que si on va faire son sport ou sa gym. Ou on portera également pas la même montre si on va à la montagne. Chaque moment, sa montre. Si on n'a qu'une montre, c'est très difficile de dire dis-moi ce que tu portes aujourd'hui. Si tu n'as qu'une montre, je te dirai qui tu es. Une montre peut être tout simplement un coup de cœur et je crois qu'il ne faut pas trop lui faire dire de choses. Oui, la laisser pour ce que c'est un coup de cœur, c'est un plaisir personnel, c'est intime, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Ça n'a presque pas à dire quelque chose. Et si on ne possède qu'une montre, on n'est pas un collectionneur. Alors là, on a vu l'aspect technique, on a vu l'article en tant que tel. Maintenant, si vous voulez bien, on va s'orienter un petit peu sur l'accessoire de mode. Oui. Les montres, on a l'impression que les montres maintenant ne servent plus à lire l'heure. Non.
Aujourd'hui, on lit l'heure sur son smartphone. Et la montre est un accessoire de mode, je dirais même depuis les années 70. Je crois que Cardin avait avait fait faire par Gégère une montre en plastique. Enfin, il y a eu beaucoup de tentatives industrielles chez les grandes marques de luxe. Saint-Laurent, Chanel. Oui, parce qu'on a cité Patek Philippe, Rolex et montres suisses, mais il y a des très belles montres françaises. Bien sûr. Hermès. Aussi également. Donc il y a beaucoup de montres qui sont des accessoires de mode et qui sont prisés par les femmes comme par les hommes. Mais les collectionneurs, ils voient l'accessoire de mode ou jamais? Non. Non, pas du tout. C'est même peut-être réducteur, non? Pour certains puristes, oui. Le collectionneur voit la rareté, le collectionneur voit l'histoire, le collectionneur recherche le storytelling, en fait. Là, vous me parlez les puristes, ça veut dire qu'il y a des ayatollahs de la collection, de la montre, des gens intransigeants. Ah, mais intransigeants. Le numéro de série de votre montre doit être matching avec le cadran. Ouais. Sinon, ça veut dire que la montre a été trafiquée, donc elle n'est pas originelle. Donc le collectionneur puriste va dire que quelque chose ne va pas. Là, on était en train de parler des collectionneurs. Vous étiez en train de répondre à la question que je voulais poser, c'était à savoir à l'exception, qu'est-ce qui fait pour les passionnés l'exception d'une montre, donc la marque, la mécanique, le matériau ou son histoire. Montre femme, montre homme, même combat. Les femmes comme les hommes achètent autant des montres. C'est la même. Alors non, de plus en plus, les femmes piquent les montres des hommes. De plus en plus, la montre femme est une montre d'homme. Et d'ailleurs, les marques ne s'y trompent pas, puisque aujourd'hui, je pense à Rolex qui vient de rééditer la Stella des années 70. Vous savez, ce sont ces montres à cadran peint, coloré. Oui. Ce sont des montres aujourd'hui unisexes, en fait, qui sont pour l'homme comme pour la femme, qui existent dans deux tailles, mais qui sont autant portées indifféremment par des hommes que par des femmes. Mais les petites montres, je pense aux petites Rolex femmes qu'on ne voit plus, elles vont revenir. De toute façon, la mode est un éternel recommencement. Oui, j'allais dire, ça c'est un petit peu terminé. Ça c'est un petit peu terminé, je pense. Alors, oui. Oui, et j'allais ajouter une chose que j'ai constatée, c'est qu'aujourd'hui, les marques ont du mal à se réinventer. Ça, c'est une question que je voulais vous poser à la fin. Oui, c'était comment faire pour renouveler systématiquement? Parce qu'elle induit une autre question. Les marques de montres, les montres dont on parle, est-ce qu'elles ont suivi les modes ou est-ce qu'elles ont créé les modes? Et si elles ont créé les modes, jusqu'à quand elles ont créé des modes? On parle de se réinventer. Jusqu'à ce que le vintage, finalement, prenne le pas sur le moderne. Parce qu'aujourd'hui... On peut dater ça à partir de quand? On peut dater ça précisément, je dirais, entre 2006 et 2010. Ah oui, c'est quand même très récent. Ouais, la découverte du vintage, en fait, pour moi et pour, je pense, bon nombre de collectionneurs, remonte à ces années-là, 2006-2010. Et puis, les maisons de vente aux enchères ne s'y sont pas trompées, puisqu'elles ont commencé après, à partir de là, à créer des ventes de montres dédiées. Je pense aux trois principales maisons de vente aux enchères, Christie's, Sotheby's et Philips. Philips étant aujourd'hui la première sur le secteur. Ces maisons de vente, en fait, ne s'y sont pas trompées, se sont engouffrées dans le créneau du vintage. Et ce qui fait aujourd'hui le succès de leur vente, c'est qu'elles ont 90% de montres vintage. Donc le moderne, aujourd'hui, est à la traîne et a du mal à se vendre. Mais pour être très factuel. Marc, c'est un problème ça pour les marques justement, c'est-à-dire que si 90% des montres Rolex, on va rester sur ça, se vendent, c'est que des montres vintage. Alors j'imagine que c'est pas eux qui le gèrent en plus. Non, alors pourquoi? Pour remédier à ça, il y a des effets marketing très intéressants chez Patek et chez Rolex, de créer des modèles phares, de rééditer des modèles phares, par exemple la 5711, et de les éditer en très petite quantité. C'est-à-dire de dire aux collectionneurs, vous n'aurez pas votre montre avant 3-4 ans, inscrivez-vous sur des listes d'attente. Ça, c'est un marketing très fort. Ce qui est rare et cher, en fait. Ce qui est rare et très cher. Même chose chez Rolex, avec les Submariner Batman, les GMT Batman, pardon, les Submariner Hulk, etc., qui sont des modèles très, très convoités et pour lesquels il y a des listes d'attente de plusieurs années, voire certains modèles qui sont en rupture de stock. Donc, en fait, on raréfie la production pour augmenter l'intérêt et donc vendre plus, mais avec une stratégie différente dans le temps.
Alors, vous êtes en train de nous expliquer que vraiment il y a une folie, une passion autour de la montre. Elle est mondiale, il n'y a pas... Elle est mondiale, il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Et notamment, la passion des montres, c'est quelque chose qui existe véritablement en Afrique. Et notre correspondant au Cameroun, Daniel Adé, est allé à la rencontre d'un horloger, d'un passionné, d'un collectionneur. Je vous propose de le regarder, parce qu'en plus, ils vont parler de certaines petites choses qui vont nous intéresser pour la suite. On regarde. Stanking Inspiration, comme aiment à l'appeler ses admirateurs, est l'horloger le plus apprécié des sapeurs de Yaoundé. Dans sa modeste boutique située au quartier résidentiel de Bastos, il dépanne et commercialise des montres de luxe depuis plusieurs années. Les montres très moins chères, là, je n'aime pas toucher à ça. Quotidiennement, je dépanne les montres de marque, de grandes marques, Rolex, Patek Philippe, Montblanc, etc. Il y a ceux qui ont l'argent et qui connaissent les connaisseurs, qui ne peuvent pas porter des fausses montres, qu'ils préfèrent celles-ci, mais ces clients-là, ils sont vraiment rares. Chaque jour, il reçoit ici des amoureux et collectionneurs de montres de luxe qui viennent donner une seconde vie à leurs montres défectueuses. Des collectionneurs qui sont plutôt friands de marque. J'ai apporté ma montre Rolex. Bon, j'ai un problème de pile. Bon, la Rolex, là, quand nous sommes en train de dépanner, ça a un problème de remontoir, c'est mécanique. C'est important pour moi d'utiliser ces montres de valeur. Un homme qui se respecte se doit de porter des vraies montres. Des amoureux de belles montres comme ce jeune homme, le Cameroun en compte assez. Parmi eux, Ben Ali Abdul Fattah, président de l'Association des sapeurs du Cameroun. Ce spécialiste en relooking estime que la montre est avant tout un accessoire de mode indispensable qui permet aussi bien aux hommes et aux femmes de se mettre en valeur. Dans le monde de la sape, la montre a une très grande valeur. Il y a des montres qui coûtent dans les 700 000, 1 million et plus. J'ai des collections de montres. J'ai les Ferragamo, j'ai les Patek Philippe, j'ai des Cartier. Tout ça, on collectionne ça. Un sapeur doit collectionner des choses. Se spécialiser dans la commercialisation de montres de luxe au Cameroun représente un risque énorme car la plupart des populations à revenus moyens lésinent souvent la plupart du temps sur les moyens pour s'acheter des montres extrêmement chères car elles préfèrent des montres à leur bourse qui pullulent dans les différents marchés du Cameroun. Bon, là, Marc, on vient de voir des vrais passionnés, des vrais amateurs. Oui. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne montrez que des hommes. On n'a pas vu de collectionneuses ou de femmes qui aimaient les montres. Mea culpa. Non, mais c'est intéressant. Oui, mais c'est vrai que la montre est finalement un accessoire masculin. Quand je disais tout à l'heure que les femmes piquaient les montres des hommes, ben voilà. Alors, on a vu aussi ce que je disais avant de regarder le sujet. Les intervenants parlent de quelque chose, c'est le problème dont on parlait au tout début de l'émission. Faire attention à ce qu'on achète, parce que le fléau de la contrefaçon associé à la montre, c'est une évidence. Les montres sont archi-copiées, surtout les montres de luxe. Bien sûr. Comment on fait aujourd'hui, Marc, pour être sûr... Alors, quand on l'achète en boutique, pas de problème, on peut avoir confiance en commerçant. Mais quand on l'achète à quelqu'un qui vous dit « mais je te promets, je l'ai acheté, est-ce que tu as un certificat ou quelque chose ?»« Non, mais il m'a fait un papier. » Comment on peut être sûr que la montre qu'on achète, au-delà du prix, comment on peut être sûr que la montre qu'on achète, c'est une montre certifiée, validée et qu'elle est véritablement, il n'y a pas une pièce et tout le reste est remonté? Eh bien, tout simplement, vous n'achèteriez pas une voiture sans carte grise. Alors, a priori, non. Alors, je suis parti de ce postulat pour créer avec mes associés le Watch Certificate, que je vous montre ici. Alors, pardon, je vais la prendre. Voilà, on la voit, voilà. En fait, c'est la carte grise de votre montre. À travers 43 points de contrôle, nos experts, indépendants, je le précise, ouvrent votre montre et vérifient son authenticité, sa traçabilité, que tout est bien matching. Et en fait, sont stockés sur cette carte l'histoire de la montre, son pédigré, ses révisions, les changements éventuels de pièces qui ont pu intervenir, tout. La fiche technique, en fait. Oui, une nomenclature factuelle. Mais oui, j'entends ce que vous dites, mais ça marche sur votre site. Non, justement, ça marche partout. On est en train de le distribuer en France entière et pas que. On a des distributeurs, des revendeurs.
si vous avez déjà des montres de collection, vous pouvez aller chez nos distributeurs, amener votre montre et faire établir ce certificat. Vous pouvez même le commander par Internet et ensuite apporter votre montre chez le revendeur ou chez le distributeur qui fera le Watch Certificate. Donc une fois que vous aurez cette carte, votre montre est assurée d'être parfaitement authentifiée et c'est un outil très pratique et très utile lorsque vous voulez par exemple revendre votre montre ou la transmettre. J'insiste sur la notion de transmission puisque cette carte, à partir du moment où elle devient le double numérique de votre montre, elle est un élément essentiel tout au long de la vie de votre montre. Transmission, assurance, si jamais la montre est volée. En quelques secondes, vous pouvez déclarer le vol ou la perte de votre montre auprès des autorités compétentes grâce à cette carte. Je précise que la carte, puisque je viens de la toucher, elle n'est pas en papier, hein, elle peut durer dans le temps en même temps que la montre. Hein. Absolument. Et ces elle est en quoi en fer? Elle est en acier? Elle est en acier. Elle pèse 28 grammes. Et elle ne peut pas être contrefaite? Non. Et les informations qu'elle contient sont gravées dans la blockchain. Ok, eh bien, écoutez, il semblerait que ce soit un événement, puisque ce matin, en lisant le Point, qu'est-ce qu'on voit en page centrale? Montre certifiée. Propriétaire serein. Voilà. Juste une dernière petite question, et on va encore donner la parole à nos deux intervenants. Est-ce qu'à 50 ans, si on n'a pas une Rolex, on a réussi sa vie? Vous me répondez après, on écoute nos intervenants. Cette phrase de Jacques Séguéla qui a fait couler beaucoup d'encre s'adresse évidemment aux collectionneurs de montres. Alors, Rolex est un statut, est une montre symbole qui montre une certaine réussite. D'autres montres comme des Patek Philippe ou Cartier ou Audemars Piguet permettent également de pouvoir dire qu'on a réussi sa vie à 50 ans. Maintenant, est-ce que posséder une belle montre, c'est réussir sa vie? En tout cas, posséder plusieurs belles montres, c'est réussir sa vie de collectionneur. C'est sûr que cette phrase de Jacques Séguéla n'est pas la plus pertinente du monde. Disons que on ne peut pas juger quelqu'un à partir de sa montre. On peut avoir autant d'émotions avec une montre à 200 € qu'avec une montre à 7000 €. Donc, évidemment, réussir sa vie et avoir une Rolex n'est pas forcément lié. Alors, Marc? Eh bien, écoutez, tant mieux, parce que si j'en juge par la montre que je porte aujourd'hui, qui est une Lange zoneuse, si j'écoutais M. Séguéla, eh bien j'ai raté ma vie. Voilà. On ne va pas terminer l'émission sur ces... Non, mais qu'est-ce qu'il voulait dire, à votre avis, à ce moment-là? Il a fait une petite phrase qui, aujourd'hui, a été répétée des millions et des milliards de fois. Il a réussi son coup. C'est un coup publicitaire de maître, de génie. Ah, vous sous-entendez ça a été commandité par Rolex? Je ne sous-entends rien du tout, mais en tout cas, c'est un coup génial et il a été repris mondialement. Puisque ça marche encore. Ben voilà, ça marche encore et je pense que dans 10 ans, ça marchera encore et dans 50 ans, ça marchera encore. Bon, alors Marc, c'est pas à vous que je vais le dire, mais le temps passe vite. Et oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, Laurent, c'était un plaisir. Je rappelle, Trady Watches et le Watch Certificate. Et le Watch Certificate, tradywatch.com, le Watch Certificate. Watchcertificate.com également. Ok. Toutes les informations de toute façon sur Télésud et sur le site. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. Merci de nous suivre sur Télésud. Continuez de vous informer et à la semaine prochaine. Au revoir.